J'ai le plaisir de vous présenter un nouvel épisode du podcast d'Agnus Sécurité consacré aux droits de la sécurité privée et aujourd'hui, plus particulièrement à l'intelligence artificielle, ce qui va nous conduire à sortir du code de la sécurité intérieure. Les dispositifs de sécurité peuvent être impactés par des législations générales comme l'AI Act ou la Cyber Resilience Act. Nous avons donc décidé, tout au long de ces podcasts, de faire intervenir un avocat spécialisé dans le droit de la sécurité privée, Maître Thibaut du Manoir de Jueil, qu'il est inutile de présenter avec un expert du transfert de l'innovation vers les industriels de la sécurité et de la défense, Monsieur Nizar Toulemat. Les dispositifs de sécurité peuvent être impactés par des législations générales comme le règlement sur l'intelligence artificielle et le règlement sur la cyber-résilience. Thibaut, pourriez-vous nous dire quelques mots sur le règlement de l'intelligence artificielle ? Alors très volontiers, Séverine. Alors c'est un règlement qui a été adopté par le Parlement européen le 14 juin 2023, donc c'est vraiment très récent, et qui est actuellement en discussion dans ce qu'on appelle le trilogue. Le trilogue, c'est la Commission européenne, le Conseil et le Parlement qui doivent trouver un terrain d'entente pour avoir un texte cohérent et qui soit adopté, qui devienne un règlement. Alors qui dit règlement veut dire que c'est un texte qui sera d'application directe dans les législations nationales. Ce qui veut dire que les entreprises, pas du jour au lendemain puisque ce texte est en discussion depuis longtemps, mais vont avoir un texte sur lequel il faut qu'elles se préparent dès maintenant pour le mettre en place. Alors, quelle est la vocation, quelle est l'utilité de ce texte ? Alors, la vocation de ce texte, c'est de pouvoir développer l'intelligence artificielle en Europe. Et pour le développer, il faut éviter tous les excès de certains systèmes d'intelligence artificielle, comme on voit par exemple en Chine avec le système de notation sociale à la chinoise, où on profile les gens et on collecte des tas de données qu'on analyse ensuite, ou le réseau des caméras en Russie, où tous les opposants sont verrouillés. Et donc le principe de l'IA Act, c'est de classer les systèmes d'intelligence artificielle en fonction des risques. Et donc, il y a des risques qu'on pourrait qualifier de risques insoutenables qui sont totalement interdits. Et la question qui se pose beaucoup actuellement, et ça sera l'objet des discussions du trilogue, c'est par exemple tout ce qui est biométrie et reconnaissance faciale. Et puis, il y a une seconde catégorie de systèmes d'intelligence artificielle qu'on appelle les systèmes à haut risque, qui sont référencés notamment à l'annexe 3, pour lesquels les entreprises, que ce soit les entreprises fabricantes ou utilisatrices, devront prendre des précautions particulières. Et c'est ainsi que fonctionne l'IA Act en quelques mots. Les auditeurs du podcast et les membres de l'Agora connaissent bien l'utilisation de l'IA sur la vidéosurveillance. Nizar, y a-t-il d'autres utilisations dans le domaine de la sécurité privée ? En effet, Séverine, il n'y a pas que la vidéosurveillance comme application de l'IA, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Alors, de par mon expérience de projet en R&D opérationnel et capacitaire, moi je distingue deux types d'approches en IA. D'une part, celle qui permet de créer de l'information à partir de la donnée, et on peut citer l'extraction et le traitement automatique d'informations à partir de différentes sources textuelles, pour par exemple des applications de traduction, d'intelligence économique, de renseignement, ou d'identification de fake news pour des choses un peu plus complexes. On peut aussi citer l'analyse audio pour identifier des situations ou des événements dangereux, comme des coups de feu, un freinage brusque d'un véhicule ou une altercation, ou des états émotionnels préoccupants chez des personnes vulnérables, par exemple. Et même si on revient à la vidéosurveillance, il y a énormément d'applications possibles qui restent assez peu connues du grand public, comme la reconnaissance automatique de scènes, l'identification d'objets ou de symboles particuliers, par exemple un drapeau d'un groupe terroriste, etc. La gestion du trafic routier, la détection de départs de feu, où il y a énormément d'applications industrielles. Et puis, il y a une deuxième catégorie pour cette approche IA, comme la création de connaissances à partir d'informations, donc des choses encore plus complexes, où on va combiner plusieurs modalités de données, comme du texte, de l'audio et de la vidéo, pour des applications comme l'analyse de réseaux sociaux, le suivi, la géolocalisation d'objets ou de véhicules. Et alors, ce dernier, ou la détection d'anomalies et d'événements inattendus, ce dernier point, ça reste assez compliqué parce que comment faire apprendre à une machine ou à un modèle quelque chose qu'il n'a jamais vu, ce qui est l'inattendu. Mais il y a pas mal de choses à ce niveau-là.
Et enfin, parmi les approches d'IA plus complexes, il est important, je pense, de citer les systèmes d'aide à la décision qui permettent de traiter en temps réel un grand volume d'informations et de les restituer à un opérateur sous une forme qui lui permet de prendre une décision. L'IA symbolique, par exemple, qui n'est pas très connue du grand public, permet de traiter de la connaissance quand schématiquement l'IA plus connue traite de la donnée numérique. Donc, un type d'IA symbolique qu'on peut citer, c'est les systèmes de déduction automatique qui peuvent être appliqués à des situations de gestion de crise, par exemple. Dans le cas d'un feu de forêt ou d'une situation de catastrophe industrielle, un opérateur doit gérer énormément d'informations en direct. La vitesse du vent, la température au sol, la présence et la localisation d'humains ou de matériaux dangereux. Et le système pourra traiter toutes les informations entrantes en les confrontant à une base de connaissances où on capitalise de l'expérience du domaine et de l'expérience d'experts. Et ce système peut proposer automatiquement des scénarios d'action. L'avantage de ces systèmes, c'est qu'ils automatisent un raisonnement humain qui peut être facilement compréhensible avec généralement un codage dans une sémantique très proche du langage humain. Et toutes les décisions proposées sont explicables, justifiables et transparentes avec toujours l'humain au centre et qui reste décisionnaire. C'est ce qu'on appelle une IA explicable, Explainable AI en anglais. Même si l'état actuel de l'AI Act, donc de ce règlement, ne semble pas indiquer une obligation d'explicabilité des systèmes d'IA au risque, ces IA explicables comme celle à base d'IA symbolique permettraient en fait d'anticiper ce besoin dans le futur et permettrait surtout de s'assurer la confiance et l'acceptabilité des utilisateurs finaux en particulier et de la société civile en général. Thibaut, pensez-vous que l'AI Act, le règlement sur l'intelligence artificielle, va faciliter l'élaboration de nouveaux systèmes d'IA et qu'il pourrait contrebalancer le frein que constitue le RGPD ? Je ne suis pas tout à fait sûr que le RGPD soit un frein. Là, la problématique, c'est qu'on collecte des tas de données personnelles et est-ce qu'on peut les réutiliser pour modéliser de l'intelligence artificielle ? Alors, ce que disait Nizar tout à l'heure, il y a des tas de systèmes d'IA qui n'utilisent pas de données personnelles. Alors, le législateur européen s'est préoccupé de cette situation-là en disant « mais il ne faut pas qu'on soit bloqué dans les développements de l'IA par une réglementation trop stricte ». Et d'où l'idée de créer, je reprends l'expression du règlement, ce qu'on appelle un bac à sable réglementaire, c'est-à-dire une zone où le droit pourrait être peut-être aménagé dans une perspective de test, d'essai. Et ce sont les articles 53 et 54 du règlement. Et on aborde la question des données personnelles en disant si dans ces baquets de sable on utilise ces données personnelles, à l'issue de l'expérimentation, ça doit être détruit, etc., etc. Donc il y a des précautions qui sont prises. Mais le but quand même de ce règlement, je me répète un peu, mais c'est nécessaire, c'est d'aller vers un développement de l'IA. Donc ces baquets de sable, ça va lever les freins possibles à l'expérimentation. Et vous, Nizar, que pensez-vous des possibilités d'innovation avec l'IA Act ? Alors, je pense que notre communauté d'ingénieurs et de chercheurs aime relever les défis que la société lui impose et la contrainte des règlements européens de type RGPD ou AI Act a même tendance à stimuler la créativité et l'innovation de cette communauté. Je suis pas très inquiet sur ce type de contraintes et je pense pas que ces règlements vont freiner l'innovation en Europe. Je pense plutôt que ce qui pourrait plutôt représenter un frein, c'est si un règlement reste flou sur ce que l'on a le droit ou pas de développer et de faire avec de l'IA. Et c'est là où, que ce soit tant au niveau des développements ou de l'utilisation, on va avoir un doute et une incertitude et donc un frein de l'innovation. Sur la problématique de l'utilisation des données personnelles, en effet, il y a des approches qui n'en utilisent pas, mais pour celles qui en utilisent, il existe plusieurs stratégies innovantes qui permettent de pallier soit au manque de données, soit à l'interdiction d'utiliser ces données personnelles. Tout d'abord, on a énormément progressé sur la création de données artificielles de qualité. C'est possible maintenant de créer des images de visages humains artificiels qui sont bluffantes de vraisemblance, mais qui ne correspondent pas à une vraie personne. Il est aussi possible de créer des images et des vidéos en 3D de synthèse qui reproduisent des parcours dans des villes avec la présence d'objets, de véhicules ou d'événements rares. Surtout quand on parle d'événements rares, si vous pensez à des événements de type accident, heureusement qu'ils sont rares et heureusement qu'on n'en a pas beaucoup dans les bases de données, mais il faut quand même que le système apprenne ce que c'est qu'un accident ou un événement dangereux.
Une autre stratégie qui est basée sur une forme de coopération et qui est très pertinente dans le domaine médical ou de la sécurité, où on ne veut pas compromettre des données sensibles et souveraines, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage fédéré ou fédératif. Si on imagine que des données d'un même domaine de qualité et complémentaires sont localisés dans différents centres ou différents pays, un modèle prédictif serait encore plus efficace. Il peut bénéficier d'un apprentissage basé sur l'ensemble des données. Mais celles-ci sont pas partageables en dehors de l'endroit où elles sont stockées. Et l'apprentissage fédéré propose une solution, un modèle local est appris là où se situe la donnée. Et chaque modèle local ou ses paramètres sont ensuite transmis à un niveau central qui les agrège pour créer un modèle global plus efficace et pertinent. Et ainsi, on a un modèle qui est appris sur des données qui n'ont jamais été vues par tout le monde. Si on veut aller plus loin, on peut même chiffrer les données transmises de bout en bout. Et là, vous avez IA et ce qu'on appelle de la cryptographie qui se rejoignent pour encore plus de sécurité. Pour en revenir au bac à sable que mentionne Thibaut, je pense que ceux-ci ne sont pas seulement nécessaires pour les étapes de recherche et développement, mais seraient très pertinents aussi pour les utilisateurs finaux et les acheteurs des solutions. Ils pourraient comme ça évaluer les performances des produits à base d'IA avant de les acheter sur des données de référence standardisées et aussi en les comparant avec des performances de référence minimales à obtenir. Et pourriez-vous nous dire quelques mots sur la Cyber Resilience Act ? Alors, c'est un règlement européen qui est également en discussion. Et l'idée de ce règlement, c'est de dire on ne peut pas mettre des objets connectés sur le marché s'ils ne présentent pas un degré de sécurité, de cybersécurité suffisant. Et donc, tout le processus du règlement, c'est d'essayer de labelliser et d'organiser un processus, s'il y a une attaque, s'il y a une faille qui est découverte, de façon à ce que les constructeurs et les distributeurs aient des obligations en termes de cybersécurité. Et ça va concerner dans le domaine de la sécurité privée un certain nombre de capteurs, ça peut être des capteurs de température, ça peut être bien entendu les caméras, et ce règlement, à mon avis, sera adopté dans les mois qui viennent, et je pense que toutes les sociétés de sécurité privée qui utilisent ce type de système, les entreprises, doivent dès maintenant se placer dans la mouvance de ce règlement cyber-résilience pour acheter leurs produits. En disant, les produits vont durer 2, 3, 5 ans et il faut qu'ils répondent aux critères de ce règlement. Nizar ? Je pense que ce que vient de souligner Thibaut est extrêmement important parce que le Parlement européen s'attend à ce que le Cyber Resilience Act joue pour la cybersécurité le même rôle que le RGPD a joué pour les données personnelles. Donc la conformité des produits à ce règlement va permettre d'ouvrir ou de fermer l'ensemble du marché européen à des fournisseurs européens ou non. Aussi, il y a un point très important dans les produits qui sont visés par cet acte, c'est tout ce qui va correspondre à des produits qui ont un effet physique immédiat sur l'environnement sur lequel ils opèrent. Les conséquences d'un dysfonctionnement ou d'une attaque ne seraient pas seulement économiques dans ce cas-là, mais aussi lourdement matérielles et humaines. Imaginez les conséquences qu'aurait le dysfonctionnement d'un lourd portail automatisé au moment où une voiture ou un humain passerait en dessous. Je pense que ce règlement anticipe bien le fait que le monde digital et le monde physique sont de plus en plus étroitement liés. La cybersécurité se concentre actuellement principalement sur le monde digital et ce règlement nous rappelle que nous devons urgemment sécuriser nos systèmes, qui sont de plus en plus complexes, comme les systèmes de commande et de contrôle basés sur l'IA. Dans un futur très proche, je pense que la cybersécurité va vraiment devoir s'adapter à des systèmes de plus en plus complexes qui prennent en compte à la fois les aspects digitaux, physiques et humains. Et nous, notre communauté de chercheurs et d'ingénieurs, on travaille déjà depuis plusieurs années sur l'élaboration d'outils pour la détection de vulnérabilité au plus proche du matériel jusqu'à des niveaux beaucoup plus virtuels. Un mot de conclusion pour chacun de vous, Thibaut ? Alors, très volontiers. Pour moi, le règlement sur l'intelligence artificielle et dans une moindre mesure le règlement sur la cyber-résilience, c'est vraiment une opportunité et une chance pour le développement de notre pays. Et je pense que ces deux textes devraient être adoptés très rapidement parce qu'on en a besoin. Alors moi, je pense qu'il est très important que tous les acteurs de l'écosystème de la sécurité, privés et publics, se connaissent et travaillent de manière vraiment plus disciplinaire. La connaissance et la compréhension de ces cadres réglementaires européens devient cruciale pour tous ces acteurs. Je pense qu'il faut développer les médias d'information comme celui où nous intervenons aujourd'hui et aussi développer des outils et procédures pour aider à ces différentes catégories de citoyens
à naviguer au sein de ces différents textes réglementaires, et des initiatives très intéressantes existent déjà en Europe. Ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'une émission à part. Bref, je pense qu'il faut vraiment encourager et développer ce type d'initiative. Et je pense aussi qu'au niveau national, on peut conseiller et influencer le travail législatif européen. En ce qui concerne la sécurité des citoyens européens, des institutions et des infrastructures, il faut vraiment le faire, se fédérer pour le faire. Et là aussi, je pense que ça peut faire l'objet encore d'une autre émission pour expliquer quels sont les moyens d'action et comment on peut se fédérer tous ensemble. Merci Nizar, merci Thibaut. Merci Séverine. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain numéro de podcast sur Anews Sécurité.